partager. Donc, vous m'entendez? Oui. Donc, on continue. La fenêtre, elle est au milieu. Regarde. D'accord. Merci, Chocolat. Donc, on continue. Si vous m'entendez, on continue. OK. Donc, on était sur l'exemple de malonate, donc un inhibiteur compétitif. Donc, on a dit qu'il va prendre la place de succinate et donc, mais il ne va pas être, si vous voulez, transformé en fumarate. Donc, l'inhibiteur compétitif, donc on va voir l'hyperbole de l'inhibiteur compétitif. Donc, il y a ici trois courbes, I0, I1, I2. C'est la vitesse toujours en fonction de la concentration du substrat. Donc, on va les voir un à un. On commence par I0. Elle représente la courbe I0. Elle représente la fonction en l'absence de l'inhibiteur. C'est-à-dire, il n'y a que l'enzyme. Il n'y a que l'enzyme. Les courbes I1, I2 représentent la fonction à deux concentrations d'inhibiteurs. La seconde, c'est-à-dire I2, elle est la double de la première, I1. C'est-à-dire ici, dans cette représentation, on a I0 où il n'y a pas d'inhibiteur, il n'y a que l'enzyme. I1, c'est un inhibiteur. I2, c'est un autre inhibiteur, mais sa concentration est double de I1. Donc, la vitesse maximum, elle est inchangée puisqu'elle représente la situation où la totalité des molécules d'enzymes sont occupées par les molécules de substrat et qu'il n'y a pas donc le complexe enzyme inhibiteur. Donc, c'est très important, l'inhibition ici, elle est levée par l'excès de substrat. C'est-à-dire, si vous avez dans une expérience, la quantité du substrat est supérieure à celle de l'inhibiteur, donc l'inhibition compétitive est levée, c'est-à-dire que c'est le substrat qui va être catalysé. L'inhibiteur, il ne va pas prendre les petites quantités d'enzymes présentes dans le milieu. L'inhibiteur compétitif, on va voir maintenant le double inverse. Donc, à chaque fois, on va voir donc, la figure, l'équation
et l'hyperbole et la représentation de Lineweaver et Burke, c'est-à-dire double inverse. L'inhibiteur compétitif double inverse. Ce graphe en double inverse montre la droite représentant la situation sans inhibition, c'est-à-dire sans inhibition. Je répète double inverse ou l'hyperbole. Non. Je vais répéter l'inhibition compétitive, l'hyperbole. Donc, je suis en train de répéter, donc écoutez-moi. Donc, inhibiteur compétitif, maintenant on va voir l'hyperbole de l'inhibiteur compétitif. C'est-à-dire on va comprendre sa courbe. On va voir comment l'équation de l'inhibiteur réagit sur la courbe. On a la courbe I0 où il n'y a pas d'inhibition, il n'y a pas d'inhibiteur. On va arriver à double inverse. Je vais répéter l'hyperbole. Donc, la courbe I0 représente la fonction en l'absence d'inhibiteur. I1 et I2, là, c'est une réaction où il y a l'inhibition, où il y a l'inhibiteur. I2, c'est la concentration d'inhibiteur qui est double de la concentration d'inhibiteur I1. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ce que vous retenez, c'est que la vitesse maximum, elle est inchangée. Vous voyez, fait l'hyperbole, il y a 3 points. C'est exactement les mêmes. Donc, la droite, donc en violet, donc, qui représente Vmax sur 2, c'est la vitesse initiale. La vitesse initiale, ici, c'est la même pour une réaction catalysée par enzyme. C'est la même que pour, dans le cas où il y a I1 ou I2. C'est-à-dire, même avec la présence d'inhibiteurs compétitifs, la vitesse, elle est inchangée. La vitesse ne change pas. Cette inhibition, elle est comment? Elle est levée comment? Elle est levée par la quantité ou l'excès du substrat dans le milieu. Parce que, donc je vous répète, la vitesse maximum, elle est inchangée, puisqu'elle représente la situation où la totalité des molécules d'enzymes sont occupées par des molécules de substrat et qu'il n'y a pas d'un complexe enzyme inhibiteur. Km fait les abscisses, fait les substrats. Donc vous voyez la ligne droite violet qui tend vers les abscisses, c'est Km, c'est la constante de Michaelis. Elle est inférieure à Km', à la constante de Michaelis de l'inhibiteur. Km' est la constante de Michaelis de l'inhibiteur. Si vous descendez les points de I1 de l'hyperbole et I2 de l'hyperbole, vous allez avoir 2 et vous allez avoir 3. 2 est supérieur à 1 pour Km. 3 pour I2 est supérieur à 2 et supérieur à Km, c'est-à-dire sont supérieurs à Km. Et donc, Km', c'est-à-dire la constante de Michaelis de l'inhibiteur, pour l'inhibiteur compétitif est supérieur à la constante de Michaelis avec enzyme. Et la vitesse maximum ou la vitesse initiale est égale et elle est constante parce qu'elle est égale pour toutes les réactions, que ce soit par inhibiteur ou sans inhibiteur. Donc, l'inhibiteur, on va voir maintenant la même réaction, mais cette fois-ci avec la représentation de double inverse. Le graphe en double inverse montre la droite représentant la situation sans inhibiteur. Toujours IS. Toujours IS, ça représente sans inhibiteur. I1 et I2 avec inhibiteur. Toujours la concentration du I2 est supérieure à celle de I1.
Donc, le graphe en double inverse montre la droite représentant la situation sans inhibiteur. I0. Oh là là. Attendez que j'appelle son diapo. Attendez que j'appelle l'ingénieur. C'est OK? C'est réglé? OK, je continue. Donc, l'inverse de la vitesse maximum inchangée représente le point commun de toutes les droites. Ceci est caractéristique des graphes en double inverse en présence de différentes concentrations d'un inhibiteur compétitif. Vous voyez également ici l'inverse de la vitesse, c'est-à-dire 2 sur Vmax, l'inverse de la vitesse est la même pour les trois droites. Donc, je continue vite fait puisqu'on n'aura pas le temps. J'en ai que 40 minutes. Donc, B, inhibiteur non compétitif. Pour l'inhibiteur non compétitif, voilà, غير تنافسي. Donc, vous avez un enzyme et vous avez le substrat. Donc, l'inhibiteur se fixe sur un autre site que le site actif. C'est-à-dire, donc, l'inhibiteur non compétitif, donc on va avoir l'enzyme, le substrat, donc ils vont former le complexe enzyme-substrat, et vous avez toujours l'inhibiteur. Donc, cette fois-ci, l'inhibiteur, il va se fixer sur un autre site de l'enzyme. Vous voyez l'enzyme au début, il y a deux sites, un site pour le substrat et un autre site pour l'inhibiteur. C'est-à-dire que l'inhibiteur, cette fois-ci, pour l'inhibiteur non compétitif, il ne va pas entrer, c'est-à-dire en compétition avec le substrat pour avoir le même site. Donc, ici, pour l'inhibiteur non compétitif, chacun a son site. Le substrat a un site et l'inhibiteur en orangé a son site. Le substrat va se lier à l'enzyme. On va avoir le complexe enzyme-substrat. L'inhibiteur se fixe sur un autre site que le site actif. Vous voyez à droite la réaction. Même si l'inhibiteur se fixe à l'enzyme à un autre site, on va avoir un complexe ESI qui va pas être transformé en produit. On va éclaircir ça, l'hyperbole, c'est plus clair. L'inhibiteur non compétitif, donc représenté à partir de l'hyperbole, on est toujours dans la vitesse en fonction de la concentration des substrats. La vitesse maximum, elle change cette fois-ci. La vitesse maximum change en fonction de la concentration de l'inhibiteur. Cette fois-ci, c'est selon la concentration de l'inhibiteur. Mais la vitesse de l'inhibiteur, elle est inférieure à la vitesse maximum. Et vous avez cette fois-ci, c'est le Km, c'est-à-dire constante de Michaelis. On n'a qu'une seule constante, c'est constante de Michaelis parce que elle est constante, elle est inchangée. Donc, on va voir également l'inhibiteur non compétitif représenté sous forme de double inverse. On a les trois droites, toujours I0 sans inhibiteur, I1 et I2, I1 et I2 avec inhibiteur, le I2 et le double de I1. L'inverse de la vitesse maximum augmente cette fois-ci avec la concentration de l'inhibiteur. Inhibiteur, on arrive au troisième inhibiteur et le dernier inhibiteur, c'est l'inhibiteur incompétitif. Cet inhibiteur incompétitif, il va agir sur l'ensemble du complexe ES, c'est-à-dire que
L'inhibiteur incompétitif, il va se lier au complexe enzyme-substrat. C'est-à-dire que l'inhibiteur incompétitif, il va attendre que le substrat soit lié à son site et après viendra l'inhibiteur qui va se lier au complexe enzyme-substrat. Mais jamais à l'enzyme seul. On appelle inhibiteur incompétitif. Cet inhibiteur, il bloque la réaction chimique normalement catalysée. On est toujours dans l'inhibiteur incompétitif, la réduction de vitesse maximum avec l'augmentation de la concentration de l'inhibiteur incompétitif. Vous avez également la constante de Michaelis, elle décroît, que ce soit la vitesse ou le constant de Michaelis vont donc décroître. Ici, vous avez une représentation où vous avez les trois inhibiteurs. Inhibiteur compétitif, inhibiteur incompétitif et inhibiteur non compétitif. Avec une représentation de Michaelis et Menten et avec la représentation de Lineweaver et Burke, ou double inverse. Donc, on arrive à la dernière étape, enzyme allostérique. On va définir avant tout qu'est-ce qu'une sous-unité d'une protéine. C'est une chaîne d'acides aminés constituant une partie de la structure quaternaire d'une protéine. Une protéine quaternaire, elle a des sous-unités. Chaque sous-unité est appelée monomère. Je répète, chaîne d'acides aminés constituant une partie de la structure quaternaire d'une protéine. Protomère. Chacune des parties équivalentes, c'est-à-dire équivalentes, semblables de la structure répétée d'un corps chimique appelé polymère. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Pour protomère. Chaque protomère d'une protéine oligomérique peut être formé de plusieurs sous-unités. Association de sous-unités se répète n fois. N, c'est un nombre pair. On a notre exemple, l'exemple d'une enzyme qui renferme 4 sous-unités identiques. On va les appeler A. Donc, chaque unité est A. L'enzyme est dit A4 et le protomère est A, c'est-à-dire la sous-unité est A. Deuxième cas, si l'enzyme renferme toujours 4 sous-unités, dont 2 de type A et 2 de type B. L'enzyme, cette fois-ci, est dit A2, B2. Et le protomère est dit AB. Exemple de l'hémoglobine. L'hémoglobine est un tétramère composé de 2 protomères. Chaque protomère est constitué de 2 unités, alpha et bêta, c'est-à-dire vous avez 2 sous-unités alpha pour l'hémoglobine et 2 sous-unités bêta. Qu'est-ce que l'allostérie? C'est une propriété. Vous allez voir pourquoi c'est le nombre pair. Donc, on va voir après dans la conformation parce que les conformations changent en nombre pair. Donc, c'est l'étude qui a été prise en considération. Donc, l'allostérie. Donc, c'est quoi une allostérie? Propriété de certaines protéines actives qui peuvent changer leur structure spatiale lorsqu'elles se lient à un effecteur. Différent, bien sûr, du site actif. Parce qu'on a dit que le site actif, c'est l'emplacement du substrat seulement. Cette liaison se traduit par modification de l'activité. On a le schéma en bas. Vous voyez la structure en jaune, c'est une sous-unité enzymatique où il y a le site actif.
Donc, en bleu, vous avez le substrat. Le substrat en bleu ne peut pas se fixer ou se lier dans son site actif de la succinité enzymatique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même structure, la même conformation structurale. L'enzyme ne s'est pas déformée pour retrouver la structure, pour être spécifique à la structure de l'enzyme. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Cette enzyme, elle est allostérique. Pourquoi? Parce qu'elle a un autre site, c'est le site modulateur. Ce site modulateur où va se fixer l'effecteur. Pourquoi faire? Cet effecteur va se fixer dans ce site modulateur pour changer la structure de la sous-unité enzymatique et la rendre plus favorable pour se lier au substrat. Donc, je répète, pour les enzymes allostériques, il y a un autre site que le site actif. Le site actif est pour le substrat. Il y a un autre site qu'on appelle le site modulateur. C'est pour la liaison avec un autre effecteur. Cet effecteur, il va changer la forme ou la structure de la succinité enzymatique pour qu'elle soit spécifique ou elle a changé sa conformation pour que son site actif peut se lier enfin au substrat. La transition allostérique. Lorsque l'effecteur allostérique se combine au site allostérique, il entraîne au niveau de la protéine enzymatique tout entière une légère modification de structure qui est réversible. C'est la transition allostérique. Donc, cette transition allostérique a une conséquence directe pour modifier la cinétique de la réaction. Donc, vous voyez la structure en mauve, c'est une enzyme, le substrat, donc en marron, et toujours donc, une molécule inhibitrice où l'effecteur est en bleu. Un effecteur, il peut être activateur ou inhibiteur. Dans ce cas-là, il est inhibiteur. Donc, le substrat, il était donc lié au site actif de l'enzyme. Deuxième figure, quand l'inhibiteur se lie à, voilà, quand l'effecteur inhibiteur se lie à l'enzyme sur le site allostérique, le substrat ne peut plus se lier au site actif. La transition allostérique modifie les forces de liaison, associer les sous-unités entre elles, mais sans aller jusqu'à la dissociation des sous-unités. La molécule apparaît soit dans un état tendu, soit relâché. L'état d'une molécule enzymatique tendue, T majuscule, c'est que l'enzyme a une faible affinité pour son substrat. Si par contre la molécule elle est dans un état relâché, donc l'enzyme a une forte affinité pour son substrat. Donc la première figure en mauve, donc il y a une faible affinité de l'enzyme pour son substrat. Par contre, la deuxième, il y a une forte affinité pour le substrat. C'est le mode ou l'état relâché de la structure enzymatique. Et ces deux états sont réversibles. En se liant au site allostérique, l'effecteur inhibiteur, on a dit qu'il y a un effecteur inhibiteur ou activateur. L'effecteur inhibiteur modifie la forme de l'enzyme qui devient inactive. Si l'inhibiteur se sépare du site allostérique, l'enzyme reprend sa forme initiale. Par contre, si c'est un effecteur activateur, donc, il rend une enzyme normalement inactive active. L'activateur se sépare de l'enzyme, celle-ci reprend sa forme inactive. La coopérativité.
L'enzyme allostérique contient plusieurs sites actifs identiques et plusieurs sites allostériques identiques. Ces sites montrent une coopérativité. La fixation sur l'enzyme d'un effecteur allostérique influe sur la fixation du substrat. On va voir qu'est-ce que c'est. On a deux modèles, les plus importants, les plus étudiés. Le premier modèle, c'est le modèle symétrique, et celui de monode et changeux. C'est un modèle concerté. Donc, vous avez le passage d'un protomère, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure le nombre n, 2 à 2. Donc, vous avez ici 4 carrés et 4 formes circulaires. Le passage d'un protomère de l'état relâché à l'état tendu implique en général la transformation de la structure des autres protomères dans le même sens pour maintenir la symétrie de la structure d'ensemble. Tous les protomères sont soit en forme T tendue, c'est-à-dire substrat, c'est-à-dire absence du substrat, ou soit en forme relâchée, c'est-à-dire présence du substrat. Modèle non symétrique ou séquentiel. Donc, ce modèle-là est le modèle de Kochland. Les sous-unités passent de la forme inactive à la forme active individuellement, c'est-à-dire non pas 2 à 2, comme pour le premier modèle, mais 1 à 1, individuellement. La fixation de la molécule de substrat induit la transition de la première sous-unité, ce qui facilite la transition de la sous-unité voisine. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce modèle, il est non symétrique. Il est, je répète quoi? La transition allostérique. Attendez. Donc, les sous-unités passent pour le modèle non symétrique. Les sous-unités passent d'une forme relâchée à une autre forme tendue, une à une, individuellement. Je répète quoi? L'allostérie. Donc, allostérie. Voilà l'allostérie. Donc, l'allostérie, on a dit, c'est une propriété de certaines protéines actives, notamment les enzymes. Ils peuvent changer leur structure spatiale lorsqu'elles se lient à un effecteur. Cet effecteur, il peut être actif ou inhibiteur. Cet effecteur, il ne va pas se lier au site actif, mais il va se lier à un autre site propre pour l'effecteur, inhibiteur qu'il soit ou activateur. Donc, pourquoi faire? Pour modifier l'activité enzymatique. On va voir après comment. Exemple ici, cette enzyme, elle était inactive parce que le substrat n'a pas pu se lier, n'a pas pu se lier au site actif. Donc, quand l'effecteur activateur s'est lié au site modulateur, il a activé, il a changé la structure de la protomère, c'est une sous-unité, il a changé la conformation de la structure enzymatique et donc le substrat a pu être lié à son site actif. Donc, pour la transition allostérique, lorsque cette fois-ci l'effecteur est inhibiteur, il va se combiner également ou se lier à un site allostérique. On va l'appeler site allostérique ou le site effecteur. Donc, lorsque l'effecteur inhibiteur, il va se lier au site allostérique, il entraîne au niveau de l'enzyme une modification structurale qui est réversible. C'est-à-dire, l'enzyme, elle était active, elle était liée à son substrat. Il y avait une réaction catalytique. Du coup, quand
l'effecteur inhibiteur se lie à son site allostérique, il va arrêter cette activité enzymatique, c'est-à-dire qu'il va inhiber cette activité enzymatique. Il va inhiber cette activité enzymatique et du coup, le substrat va se détacher de son site actif. Il n'y a plus transformation du substrat en produit. Il n'y a plus de réaction enzymatique ou la réaction catalytique. L'enzyme est inhibée. Arrêt de la réaction catalytique. Bon, j'étais là. Ça c'est fait, la coopérativité c'est fait. Donc, je répète la coopérativité. Modèle symétrique. Donc, ce modèle symétrique est le passage d'un protomère de l'état relâché à un état tendu. En général, la transformation de la structure des autres protomères dans le même sens. Il y a une symétrie, ça c'est très important. C'est-à-dire que les sous-unités, deux sous-unités sont activées, les deux autres suivent. Par contre, dans le modèle non symétrique, les sous-unités, il y a 4 sous-unités. Vous voyez, les sous-unités changent un à un. Ils changent le premier carré en cercle, après le deuxième carré en cercle, le troisième et puis le quatrième. Donc, les sous-unités passent de la forme inactive à la forme active individuellement. On arrive au diagramme de Hill. Ce diagramme est important. Ce diagramme est important. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une comparaison, si vous voulez, des deux courbes. On a parlé tout à l'heure de la courbe de Michaelis et Menten, l'hyperbole. Et on va parler maintenant de la courbe sigmoïde ou la courbe d'une enzyme allostérique ou la courbe d'une enzyme allostérique. Les constantes de vitesse et d'affinité des enzymes allostériques varient en fonction des ligands, c'est-à-dire des effecteurs qui vont se fixer dans le site allostérique, de telle sorte que la courbe prend une forme sigmoïde, c'est-à-dire la forme de S, caractéristique de la coopération qui se fait entre les protomères, ce qui donne un avantage au système allostérique par rapport aux enzymes acinétiques michaéliennes. C'est-à-dire, il y a les enzymes qui suivent la cinétique michaélienne, qui ont une réaction michaélienne. Par contre, il y a d'autres enzymes qui suivent les enzymes, donc on appelle les enzymes allostériques. Donc, la régulation de la vitesse des réactions enzymatiques, donc, elle va être régulée par le système allostérique entier. Par comparaison des deux courbes, en tiré, vous avez la courbe qui représente la même réaction cinétique michaélienne sans effet allostérique. Je répète. Oui, je répète. Le diagramme de Hill, donc Hill, il a comparé les deux enzymes, les deux courbes des deux enzymes. Il a pris une enzyme allostérique, il a donné sa courbe, c'est la courbe en jaune. Elle est sous forme S, elle est sigmoïde. Et il a pris une autre enzyme, c'est l'enzyme michaélienne, donc qui est en vert, elle est en pointillé en vert. Et il a fait la comparaison. Je répète, les constantes de vitesse et d'affinité des enzymes allostériques varient. Pourquoi ça varie? C'est selon l'effecteur, qu'il soit inhibiteur ou activateur, de telle sorte que la courbe prend une forme sigmoïde. La courbe jaune, elle est en forme sigmoïde, c'est-à-dire forme S. Caractéristique de la coopération
qui se fait entre les protomères. La coopération dont on en parlait, celle de monode échangeux. Les sous-unités passent d'une forme inactive à une forme active 2 à 2, ce qui donne un avantage au système allostérique par rapport au système michaélien pour la régulation de la vitesse de la réaction. Donc, ça va aller plus vite. Donc, par comparaison, la courbe en tirée, on a dit, celle michaélienne, elle représente la même réaction en cinétique michaélienne. Donc, les deux courbes, la courbe michaélienne, elle est sous forme d'une hyperbole. La courbe d'une enzyme allostérique, elle est sous forme sigmoïde, forme S. La fonction d'une enzyme, elle varie selon la fixation d'un ligand, on a dit. Un ligand, il peut être un effecteur allostérique, qu'il soit activateur ou inhibiteur. Si c'est un inhibiteur, il va arrêter la catalyse enzymatique. Si au contraire, il est activateur, il va activer la réaction enzymatique. On va prendre un exemple. C'est l'exemple, vous allez comprendre avec cet exemple. On a ici deux protéines. Donc, on a la myoglobine et on a l'hémoglobine. Donc, deux protéines. Chacune a une vitesse, une courbe donnée. Une, elle prend la courbe michaélienne, l'autre, elle prend la courbe des enzymes allostériques. On va commencer par la myoglobine. La myoglobine, c'est la courbe en bleu, voilà, en vert. MB, l'essentiel, c'est écrit. C'est une hyperbole. C'est comme l'hyperbole de Michaelis-Menten. Donc, la myoglobine est une protéine qui transporte l'oxygène, bien sûr, vous le savez, dans le cytoplasme. Elle est constituée d'une seule chaîne d'acides aminés. Sa vitesse de transport de l'oxygène est en fonction de la pression, bien sûr, de l'oxygène. Et de type michaélien, c'est la courbe bleue. Par contre, l'hémoglobine, elle aussi, elle transporte l'oxygène, mais dans les globules rouges. Elle est constituée de 4 chaînes d'acides aminés. L'hémoglobine, on a dit qu'elle est constituée de 2 sous-unités alpha et de 2 sous-unités bêta. Sa vitesse de transport de l'oxygène est en fonction également de la pression de celui-ci, c'est-à-dire de l'oxygène. Elle est de type allostérique. Donc vous voyez, il y a deux protéines, les deux transportent l'oxygène, l'une dans le cytoplasme, l'autre dans les globules rouges, et chacune prend une forme de courbe donnée. Donc, la myoglobine, elle prend la forme d'une hyperbole. Par contre, l'hémoglobine, elle prend la forme, sa courbe prend la forme d'une sigmoïde, la forme S. On va aller à une autre étape. On va prendre un autre exemple d'allostérie également. C'est l'exokinase. On a vu hier que l'exokinase est une enzyme. Bon, c'est une enzyme de la membrane cellule qui se trouve dans les cellules. Elle catalyse la réaction de transfert de phosphate et d'énergie du coenzyme ATP vers le glucose ou vers n'importe quel autre déhexase. On a vu hier que l'exokinase, elle n'est pas spécifique. L'exokinase, elle a une large spécificité, c'est-à-dire qu'elle peut catalyser les déhexases. Donc, je répète. Donc, l'exokinase, ici, vous avez donc représentation d'une hexokinase, l'enzyme qui va catalyser le glucose en glucose 6-phosphate. La réaction, elle est irréversible, c'est-à-dire le glucose 6-phosphate, il ne va pas redonner le glucose. Donc, je vais aller plus vite. Il reste une minute, ils m'ont dit. Donc, le glucose 6-phosphate produit, le glucose 6-phosphate, c'est le produit de cette réaction.
Le produit de cette réaction catalysée est un régulateur allostérique de l'hexokinase, c'est-à-dire il se fixe sur un site de liaison différent du site actif